Imaginez la scène. Vous avez 14 ans. Vous êtes là, nu, debout dans une chambre froide aux murs de pierre, tandis que les mains calleuses de femmes étrangères sondent les parties les plus intimes de votre corps. La duchesse de Bedford vous observe, ses yeux calculateurs ne manquant rien de la scène, pendant que deux sages-femmes vous examinent comme une bête de foire. Votre tremblement, ce n'est pas le froid de février qui s'infiltre à travers les murs du château de Rouen qui le provoque. C'est la terreur pure. Ces femmes, avec leurs doigts usés par la vie, tiennent votre avenir tout entier entre leurs mains. Un seul mot de leur part, une seule déclaration affirmant que votre sceau a été brisé et votre vie telle que vous la connaissez s'arrête net. Vous n'êtes pas n'importe quelle fille, vous êtes Blanche de Navarre, future reine. Et cet examen déterminera si vous vivrez comme une souveraine ou si vous mourrez dans la disgrâce la plus totale. Alors, avant de plonger tête la première dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si ce genre de voyage dans les coulisses sombres de l'histoire vous plaît, pensez à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer. Et s'il vous plaît, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Je trouve ça absolument incroyable de penser qu'on explore ces récits anciens ensemble, depuis les quatre coins du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Nous sommes en 1453. Après 13 longues années de mariage avec Henri IV de Castille, Blanche subit un examen officiel qui, tenez-vous bien, confirme sa virginité. 13 ans à partager le lit d'un homme qui ne l'a jamais touchée. 13 ans d'humiliation déguisée en mariage royal. 13 ans de rumeurs chuchotées, de regards en coin, de questions lancinantes sur ce qui n'allait pas chez elle ou chez lui. Et maintenant, à 29 ans, elle se retrouvait fouillée au corps par des inconnus pour prouver ce que sa chair avait enduré en silence. Mais ne vous y trompez pas, l'histoire de Blanche est loin d'être un cas isolé. Dans les couloirs obscurs du pouvoir médiéval, chaque femme qui portait une couronne, ou qui aspirait à en porter une, était confrontée à une réalité terrifiante. Leur corps ne leur appartenait pas. C'était une marchandise à inspecter, à tester et à valider, souvent par les hommes mêmes qui prétendaient les protéger. L'Europe médiévale était un monde bâti sur le sang et la lignée. La virginité n'était pas un concept moral ou romantique. C'était un produit de luxe, une commodité très recherchée, principalement parce qu'elle était considérée comme la méthode la plus sûre pour garantir la paternité. À une époque où l'héritage était tout, où un seul héritier pouvait déterminer le destin de royaumes entiers, la virginité d'une femme devenait le sceau d'authenticité ultime. Le seul moyen d'être absolument certain que l'enfant né d'un mariage hériterait bien des biens et du titre de son père était de prendre pour épouse une vierge certifiée conforme. Pas de place au doute. Et pour obtenir cette certification, les méthodes étaient aussi variées qu'invasives et humiliantes. La façon la plus évidente, bien sûr, était d'inspecter l'hymen. Mais les esprits médiévaux tordus par la superstition, l'ignorance et une forme de panique héréditaire ont imaginé des méthodes bien plus élaborées et surtout bien plus dégradantes. Prenez le test du Tamis, par exemple. Une procédure tellement grotesque qu'on en rirait si elle n'avait pas brisé des vies. L'idée était simple. On donnait un tamis à la jeune femme et on observait si entre ses mains pures et virginales, il pouvait retenir l'eau. Un tamis qui fuit, dans leur logique tordue, était l'équivalent d'une femme qui fuit, une femme souillée. Imaginez la scène. Des jeunes femmes forcées de se tenir devant une foule d'observateurs masculins, essayant désespérément d'empêcher l'eau de s'échapper des trous d'un ustensile de cuisine, pendant que leur réputation, leur honneur et parfois leur vie pendaient au-dessus du vide. Et si vous pensiez qu'on avait touché le fond, attendez de voir les tests d'urine. Les médecins médiévaux croyaient pouvoir déterminer la virginité en examinant les fluides corporels d'une femme, avec la même assurance qu'un médecin moderne analyse un échantillon de sang. Un texte du XIIIe siècle, le De Secretis Mulierum, les secrets des femmes, affirme sans sourciller que l'urine des vierges est claire et lucide, parfois blanche, parfois étincelante. Un autre expert recommandait d'observer attentivement le processus, car une vierge urine avec un sifflement subtil et met en vérité plus de temps qu'un petit garçon. La dégradation à son paroxysme, des dames de la noblesse, filles de rois et de reines, contraintes d'uriner devant des médecins mâles qui prétendaient pouvoir entendre la vertu, dans le son de leur liquide frappant le fond d'un pot de chambre. L'humiliation n'était pas un accident. Elle était systématique, calculée, et considérée comme parfaitement normale. Certains tests frôlaient carrément l'occultisme. Un écrivain du XIIIe siècle,
John de Trevisa, proposait un test à l'aimant pour savoir si une femme trompait son mari. Placée sous la tête d'une épouse chaste, l'aimant la pousserait à embrasser soudainement son époux. Mais si elle était infidèle, elle sauterait hors du lit, terrifiée par une vision effrayante. On imagine les scènes de panique conjugale. Mais le plus terrifiant était sans doute les tests de fumigation. Niccolò de Tudeschi, un médecin italien du XVe siècle, écrivait que si une femme est couverte d'un drap et fumigée avec le meilleur charbon, si elle est vierge, elle n'en perçoit pas l'odeur par la bouche et le nez. En d'autres termes, on enfumait littéralement les femmes comme du jambon, pendant que des médecins observaient leur réaction à des fumées potentiellement toxiques. Tout ça pour une simple membrane. Et qui étaient les exécutantes de ces basses œuvres? Souvent des sages-femmes, des femmes qui auraient dû être des sœurs dans la souffrance, mais qui devenaient à la place des instruments d'oppression. Bien sûr, certaines, faisant preuve d'une sororité admirable, déclaraient une femme Virgo intacta alors qu'elle ne l'était clairement pas, sauvant ainsi une vie ou un honneur. Mais la plupart étaient honnêtes dans leur évaluation, et leurs conclusions servaient à jeter leurs congénères sous les roues du bus médiéval. Pourquoi? Pourquoi cette trahison? La réponse se trouve dans l'atmosphère étouffante de la société de l'époque. Le poids de l'oppression sous lequel vivaient les femmes médiévales était si écrasant, si omniprésent, si ancré dans la société que la plupart des femmes finissaient par croire elles-mêmes à la rhétorique culturelle qui les qualifiait de mauvaises, indignes de confiance, inférieures et malhonnêtes. Les enjeux étaient vertigineux. Un test de virginité raté signifiait bien plus que la disgrâce sociale. Cela pouvait signifier la mort. Dans certaines cultures, l'échec à prouver sa virginité entraînait une exécution publique. Dans d'autres, c'était l'exil, l'abandon ou une vie de mendicité. Pour les femmes de la royauté, les conséquences étaient souvent politiques autant que personnelles. Une reine dont la virginité était remise en question pouvait déclencher des incidents internationaux, des guerres ou la dissolution d'alliances soigneusement négociées. Le calvaire de Catherine d'Aragon illustre parfaitement comment ces tests sont devenus des armes de guerre politique. Lorsque Henri VIII a cherché à faire annuler leur mariage dans les années 1520, Catherine a insisté jusqu'à son dernier souffle qu'elle était arrivée vierge dans le lit d'Henri, n'ayant jamais consommé son premier mariage avec le frère aîné de celui-ci, Arthur. Pendant des années, cette fière princesse espagnole a vu ses expériences physiques les plus intimes scrutées par des théologiens, des avocats et des politiciens qui se moquaient éperdument de sa dignité et ne se souciaient que de leurs objectifs politiques. Henri avait besoin de prouver que Catherine avait consommé son mariage avec Arthur pour affirmer que leur propre union était contraire à la loi divine. Ce fut plus difficile qu'il ne le pensait. Catherine maintenant sa version. Le corps même qui avait été examiné et approuvé pour un mariage royal était maintenant remis en question et contesté pour un autre. Le processus d'examen était une torture méthodique. Les femmes royales étaient déshabillées et placées sur des tables comme des spécimens de dissection. De multiples témoins observaient, tandis que des sages-femmes ou des médecins sondaient leur corps, à la recherche de preuves d'activité sexuelle. L'hymen, cette fragile membrane qui pouvait être déchirée par l'équitation, un travail pénible, ou un nombre incalculable d'activités non sexuelles, devenait l'arbitre ultime de la valeur d'une femme. Certaines femmes naissent sans hymen, d'autres le rompent prématurément, en accomplissant les tâches ardues qui constituaient le travail des femmes à l'époque médiévale. Pourtant, ces réalités biologiques ne signifiaient rien pour des esprits médiévaux obsédés par la pureté féminine. Un hymen absent ou déchiré était automatiquement interprété comme une preuve d'activité sexuelle, quelle qu'en soit la cause réelle. L'expérience de Jeanne d'Arc démontre comment le test de virginité s'est étendu au-delà de la politique matrimoniale pour toucher aux questions d'autorité divine. Un examen de la virginité de Jeanne a été mené peu avant le 13 janvier 1431, supervisé par la duchesse de Bedford. La première étape était de tester sa virginité car, croyait-on, les vierges étaient moins susceptibles d'être recrutées par le diable. Alors même que Jeanne faisait face à des accusations d'hérésie qui la mèneraient au bûcher, alors même qu'elle endurait des mois d'interrogatoires théologiques conçus pour briser son esprit, elle fut soumise au même examen physique dégradant que toutes les femmes d'importance. Sa virginité fut examinée non pas une, mais plusieurs fois. Un examen privé par 2 femmes confirma sa virginité. Plus tard, la duchesse de Bedford et ses dames de compagnie procédèrent à un autre examen. L'ironie est écrasante. Jeanne, qui prétendait recevoir des visions de Dieu,
qui a inspiré les Français à la victoire contre les Anglais, qui a changé le cours de l'histoire par son leadership militaire, était réduite à être allongée nue sur une table, pendant que des dames de la noblesse examinaient son corps pour trouver la preuve de sa valeur spirituelle. Son courage sur le champ de bataille ne signifiait rien comparé à l'état de son hymen. Les accusateurs de Jeanne comprenaient le pouvoir de ces tests. Auparavant, elle avait été envoyée à Tours pour être examinée physiquement par des femmes sous la direction de la belle-mère de Charles VII, Yolande d'Aragon, qui vérifia sa virginité. Il s'agissait d'établir si elle pouvait bien être la Vierge salvatrice de la France prophétisée, de montrer la pureté de sa dévotion et de s'assurer qu'elle n'avait pas pactisé avec le diable. Les implications théologiques étaient stupéfiantes. Le christianisme médiéval avait créé un monde où l'autorité spirituelle d'une femme dépendait entièrement de l'état de ses parties génitales. Apparemment, la voix de Dieu ne pouvait être entendue qu'à travers des hymens intacts. La révélation divine exigeait une vérification physique par des mains humaines. Pour les femmes qui survivaient à ces épreuves, le traumatisme s'étendait bien au-delà de la salle d'examen. Elles vivaient en sachant que leurs moments les plus privés avaient été envahis, documentés et utilisés comme preuve dans des procédures politiques et religieuses. Elles comprenaient que leur corps ne leur appartenait jamais vraiment. Il appartenait à leur père, à leurs maris, aux cours et aux églises qui s'arrogèrent le droit de les examiner à leur convenance. Face à un tel système, certaines femmes se sont rebellées par la tromperie. La littérature médiévale regorge de récits de femmes intelligentes qui ont trouvé des moyens de simuler la virginité lorsque c'était nécessaire. Une version de la Trotula, un recueil de médecine féminine, offre quelques options pour une dame confrontée à cette situation. La veille de son mariage, qu'elle place prudemment une sangsue sur ses lèvres en prenant garde qu'elle ne glisse à l'intérieur par erreur. Alors le sang coulera et une petite croûte se formera à cet endroit. La méthode de la sangsue était particulièrement ingénieuse et horrifiante. Les femmes se blessaient délibérément dans leurs zones les plus sensibles, laissant ces créatures se nourrir de leur sang, tout ça pour créer l'illusion d'un hymen intact lors de l'examen de la nuit de noces. La douleur devait être atroce, mais elle était préférable aux conséquences d'un test raté. Il n'était pas non plus très difficile pour une épouse souillée, mais astucieuse de se procurer une fiole de sang. La plupart des ménages médiévaux avaient des fermes attenantes, et les animaux étaient régulièrement abattus pour le dîner. Un peu de sang de poulet pouvait facilement être caché dans un bijou et versé sur les draps, à la faveur de l'obscurité. D'autres méthodes étaient tout aussi désespérées. Certains stratagèmes consistaient pour une femme à organiser son mariage pendant ses menstruations ou à substituer secrètement la mariée par une autre femme au moment de consommer le mariage. Le niveau de planification et de coordination requis pour de telles tromperies témoigne de la terreur absolue à laquelle ces femmes étaient confrontées. Certaines se tournaient même vers des formes primitives de chirurgie esthétique. La Trotula suggère un dispositif constricteur pour le vagin afin que les femmes puissent paraître comme si elles étaient vierges. Prenez des blancs d'œufs et mélangez-les avec de l'eau dans laquelle de la pouliot et des herbes chaudes ont été cuites. Avec un nouveau tissu de lin trempé dedans, placez-le dans le vagin 2 ou 3 fois par jour. Le désespoir que révèlent ces instructions est déchirant. Des femmes étaient prêtes à insérer des substances potentiellement dangereuses dans leur corps, à se blesser avec des sangsues, à coordonner des tromperies élaborées impliquant des mariés de substitution, n'importe quoi pour éviter les conséquences d'un test de virginité raté. La nuit de noces elle-même devenait une autre forme d'examen. Le plus souvent, la preuve absolue de la présence de la virginité se produisait au moment où elle était perdue. Les draps de la lune de miel tachés de sang étaient toute la preuve dont un jeune marié avait besoin. En fait, les draps ensanglantés étaient parfois arrachés du lit et montrés aux invités comme preuve de la pureté de la nuit de noces. Le matin suivant un mariage royal, les serviteurs se précipitaient pour examiner les draps à la recherche de taches de sang. Ces taches étaient exposées aux invités, conservées comme preuve, et parfois même envoyées à des cours étrangères comme preuve d'une consommation réussie. Le moment le plus intime de la vie d'une femme devenait un spectacle public. Sa douleur et son sang étaient transformés en monnaie politique. L'ironie de ces cérémonies du sang était leur manque fondamental de fiabilité. Les hymens s'étirent et se déchirent lors de toutes sortes d'activités physiques autres que les rapports sexuels. Une femme peut ne pas avoir eu de relations sexuelles auparavant, mais ne pas saigner lors de sa première rencontre sexuelle. Pourtant, cette réalité biologique était ignorée au profit d'un test
qui satisfaisait l'anxiété masculine concernant la sexualité féminine, tout en ne fournissant aucune preuve réelle de quoi que ce soit. Médecins royaux et théologiens savaient que ces tests n'étaient pas fiables, mais ils continuaient à les utiliser parce qu'ils servaient un objectif plus profond. Il ne s'agissait pas vraiment de déterminer la virginité, il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de s'assurer que chaque femme, quelle que soit sa naissance ou sa puissance, comprenne que son corps pouvait être examiné, remis en question et jugé par des hommes à tout moment. Le test de virginité réussi de Blanche de Navarre en 1453 aurait dû être une victoire, mais ce n'était qu'une maigre consolation pour 13 années de mariage non consommés et d'humiliation publique. Après cela, Blanche fut renvoyée chez elle, en Navarre. Elle avait prouvé sa virginité, mais au prix de sa jeunesse, de sa dignité et de ses rêves d'un mariage normal. Son histoire révèle la position impossible des femmes royales médiévales. Si elles échouaient au test, elles faisaient face à la honte et au châtiment. Si elles réussissaient, elles étaient souvent rejetées quand même. Leur valeur en tant que pions politiques était épuisée par les tests mêmes qui étaient censés protéger leur honneur. L'héritage de ces pratiques, c'est long et douloureux. L'idée que la pureté sexuelle d'une femme est une affaire d'intérêt public continue d'influencer le droit, la médecine et la politique sociale dans de nombreuses sociétés. Les tests de virginité modernes pratiqués dans diverses cultures à travers le monde trouvent leurs origines directement dans les coutumes européennes médiévales. Ils sont particulièrement courants en Asie, au Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique du Nord et du Sud. Les techniques ont peut-être évolué, mais l'hypothèse fondamentale selon laquelle le corps des femmes doit être examiné et contrôlé par d'autres reste inchangée. En octobre 2018, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ONU Femmes et l'Organisation mondiale de la santé ont appelé à l'interdiction des tests de virginité, car il s'agit d'une pratique douloureuse, humiliante et traumatisante qui constitue une violence à l'égard des femmes. Pourtant, la persistance de ces pratiques sous diverses formes dans le monde entier démontre à quel point ces idées sont devenues profondément ancrées dans la culture humaine. Les histoires de femmes comme Blanche de Navarre, Catherine d'Aragon et Jeanne d'Arc nous rappellent que la violation du corps des femmes au nom de l'autorité politique et religieuse a des racines anciennes et des conséquences terribles. Leur souffrance n'était pas un accident des systèmes politiques médiévaux. Elle était essentielle à la manière dont le pouvoir fonctionnait et dont les sociétés maintenaient le contrôle sur la sexualité féminine. Ces femmes ont affronté leurs épreuves avec un courage, une intelligence et une dignité que leurs examinateurs ne pourraient jamais égaler. Elles ont enduré des violations qui briseraient la plupart des gens aujourd'hui. Pourtant, elles ont continué à se battre pour leurs droits, leur réputation et leur humanité. Leur résistance a créé des fissures dans des systèmes d'oppression qui semblaient incassables. Les salles d'examen où ces femmes ont souffert sont depuis longtemps réduites en poussière. Les hommes qui ont ordonné leur violation ont été oubliés par l'histoire. Mais le courage que ces femmes ont montré dans leurs moments les plus sombres continue d'inspirer ceux qui luttent contre l'injustice aujourd'hui. Le corps nu de Blanche de Navarre, tremblant dans cette chambre de pierre froide en 1453, représentait chaque femme qui a un jour été réduite à un objet d'inspection masculine. Son humiliation était systématique, légale et considérée comme normale par sa société. Pourtant, elle a survécu, et sa survie même était un acte de résistance contre les forces qui cherchaient à détruire son humanité.